Bonsoir et merci d'être avec nous encore une fois et bienvenue. Au menu ce soir, nous allons analyser les résultats du PPACI aux dernières élections passées. Ensuite, le report de l'élection présidentielle au Mali. Et enfin, deux invités. L'un nous parlera d'éducation et l'autre, avec l'autre, on parlera donc de la 6e édition du Sahara à venir en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le Grand Talk. Nos amis sont toujours en notre compagnie et je commencerai ce soir par cette grande dame qui illumine comme chaque soir ce plateau de sa beauté et de son intelligence. Merci beaucoup Christelle, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Élisée qui touche sa cravate, c'est parfait. Bonsoir Christelle. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle. L'attaque ce soir. Bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Christelle. On est prêts ce soir. On est ensemble. Daouda, bonsoir. Bonsoir. On est prêts? Super prêt, toujours prêt. Très bien. Alors on démarre, chers amis, avec la grande actu. On va donc analyser avec vous les résultats de l'élection, des dernières élections que le PPACI a eu à faire. Les résultats pourraient nous faire penser, et même nous font penser à une débâcle. Analyse, Herman? On le sait, hein, le PPACI, lors de ces élections passées, en solitaire, c'est-à-dire qu'en comptant sur son propre parti, ce parti-là a obtenu 2 sièges au municipal sur 201 communes, et puis au niveau des régionales, 0. Avec les régionales, avec leur alliance avec le PDCI, le PPACI a 1 siège dans le Nawa. Mais moi, je pense que dans la région de Nawa, le Nawa, c'est un fleuve. Hein. Donc, moi je pense qu'au-delà de cela, il faut voir que ce parti-là, heureusement même que ce parti-là annonce une rencontre. On imagine, on n'a pas vu l'ordre du jour, mais on imagine que ça sera une rencontre bilan de tous, surtout que les plus grands, les vice-présidents, les secrétaires généraux, adjoints généraux et autres ont échoué à ces élections. Donc, moi, je pense que ce parti doit pouvoir faire un bilan. On constate, malgré les irrégularités et autres, c'est vrai que l'argument des irrégularités peuvent tenir à un certain moment, mais quand on regarde que la débâcle est générale et ainsi généralisée, il faut s'interroger. Il faut qu'au lieu de rester là à trouver la faute chez les autres, faire un bilan, une rétrospective, un bilan franc, sincère, pour pouvoir repartir. Sinon, auquel cas, si ce parti ne s'apprête pas bien, ne se réfléchit pas bien sur la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, le parti peut se retrouver avec le même résultat peut-être en 2025, et ça, il faut l'éviter. Daouda, êtes-vous surpris de ces résultats du PPACI? Bon, je ne suis pas vraiment surpris de ces résultats du PPACI parce que quand on a passé 10 ans à boycotter les élections en Côte d'Ivoire, quand on a passé 10 ans à s'éloigner de la base électorale et que finalement on revient sur le terrain politique et finalement on ne s'est pas réinventé, le logiciel est resté bloqué en 2010 avec toujours le même discours. Pourtant, on n'a pas pris en compte que lorsqu'on partait en exil pour la plupart, quand on parle de 2010, la plupart des jeunes avaient quoi, 18, 20. Aujourd'hui, ils ont la quarantaine révolue, ils ont des enfants, leurs réalités ont changé. Et pendant les 10 ans, il y a un parti politique qui a creusé des sillons d'un travail acharné dans tout le pays, notamment en matière d'infrastructure, en matière de santé, en matière d'éducation. Donc finalement, quand on revient 10 ans après, quand on veut aller aux joutes électorales, je pense qu'il faut réadapter son discours à la population cible pour pouvoir aller à ces élections. Ce que le PPACI n'a pas fait et finalement, ils l'ont payé cash sur le terrain. Élisée, Daouda vient de nous dire que le PPACI a rebelote avec l'ancien discours de 2010. Êtes-vous d'accord et votre point de vue sur la question? Je pense que le narratif, même si sur certains angles, on a vu que ça a bougé pour certains, mais il est resté aussi effectivement un peu le même. Et aussi, on va rappeler aux téléspectateurs, quel est-il ce narratif? Non, le narratif, on le connaît, celui-là de chaque fois être en train de surfer sur la fibre identitaire, sur l'appartenance ethnique, un certain nombre de choses, c'est un peu ça le narratif. Toujours en train de savoir d'où on vient, d'où qui part et autres, tout ça. C'est ce narratif-là. Bon,
Je dirais, si on veut juste s'abouter sur les résultats qu'on a vus, apparemment ce narratif ne tient plus ou ne séduit plus en tout cas une bonne partie de la population ivoirienne. Peut-être qu'il faut changer le discours à ce niveau. Mais je vais au-delà. Moi, je vais carrément vraiment au-delà du discours et tout ça. Je crois que c'est clair, hein, on est tous unanimes sur le fait que ça peut vraiment être considéré comme une débâcle parce que personne ne s'attendait vraiment à un score aussi. Pour être honnête, moi, je savais qu'ils n'allaient pas avoir certainement beaucoup de sièges. Mais deux au municipal, par exemple? 2 au municipal et quasiment rien au régional. Pratiquement, je pense que quelque part, c'était un peu surprenant quand même, surtout pour un parti. C'est vrai, certains évoqueront l'argumentaire selon lequel le parti est né il y a juste 1 an et demi ou 2 ans, disons, avant les élections, mais ça ne tient pas la route. Et on prenait les hommes du parti. Voilà, parce que quand bien même le parti est né, ça veut dire la dénomination PPACI, voilà, a été connue il y a quelques ans, mais les acteurs politiques sont des acteurs politiques de premier plan, d'un certain calibre, d'un certain niveau quand même en Côte d'Ivoire, qui sont connus. Donc déjà, ça montrait quelque part aussi qu'il y a un souci vraiment, ce qui concerne l'équation personnelle, c'est-à-dire entre ces leaders politiques-là et puis les populations en réalité. Donc, il y a de quoi je dirais, peut-être réactualiser un peu la méthodologie, réactualiser l'organisation, réactualiser la structuration. Et le discours aussi? Et le discours, bien évidemment, pour éventuellement espérer rebondir, pourquoi pas, titiller ceux-là qui déjà ont pris une belle avance. Isabelle, votre point de vue sur la question? Je pense que déjà, je vais rappeler les enjeux de ces élections pour le PPACI. C'était d'abord de tester la popularité de Laurent Gbagbo depuis son retour, aussi de conquérir ou de garder en fait les zones qu'ils appelaient donc les bastions, voilà, et puis surtout de conquérir de nouveaux bastions et garder en fait et arracher des bastions d'antan. Cela dit, avec le discours qu'ils ont tenu aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, il y a peut-être un problème d'idéologie parce qu'aujourd'hui, on se demande qui est la gauche. Et la gauche, aujourd'hui, ressemble plus à une extrême droite. Et aujourd'hui, si vous voulez, la gauche ne fait pas rêver. En tout cas, elle ne fait plus rêver. Quand on se rappelle, par exemple, le retour raté de Laurent Gbagbo, on se rappelle aussi de l'émiettement même de la gauche entre le COJEP, le MGC, etc. Gbagbo lui-même n'a pas d'ambition, comment dirais-je, de fédérer donc toute l'opposition derrière lui. Et aujourd'hui, déchu donc de ses droits civiques, il ne peut pas en tout cas prétendre à la présidentielle de 2025. Donc clairement, la gauche ne fait pas rêver. Et donc ça pourrait éventuellement justifier la débâcle qu'on a eue aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a aussi un problème il y a une certaine forme de dissonance cognitive en fait au niveau des populations parce que finalement, ils ont voulu donc surfer avec cette alliance avec le PDCI, donc c'est-à-dire se servir de l'allié comme cheval pour atteindre le pouvoir. Mais finalement, on se rend bien compte que ça n'a pas été un succès. Voilà, ça n'a pas marché. Et je vais rappeler quand même les chiffres. Hein. C'est-à-dire on a 2 sièges sur 201 communes, 0 au régional, 0 aussi au sénatorial. Bon, il y a de quoi véritablement se poser des questions. Je ne suis pas Nostradamus, mais en tout cas, s'ils peuvent, comment dirais-je, faire donc cette assemblée générale-là pour plancher sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment en fait aller de l'avant, parce que j'ai envie de dire, le printemps ne se fait pas qu'avec une seule hirondelle. Donc pas avec le RHDP uniquement. Donc il faut également que l'opposition se renouvelle et que l'opposition s'adapte donc au nouveau mindset en fait des populations qui, même si on est à 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, il y a quand même 53% qui comprennent en tout cas les différents discours politiques et qui connaissent leurs intérêts et qui sont donc derrière donc ceux qui leur proposent le développement. Et aujourd'hui, selon vous, votre interprétation, l'intérêt des populations ne se retrouve plus dans le discours de la gauche? Non, que j'estime qu'elle est vraiment une extrême droite aujourd'hui. Herman? Moi, je voudrais, toujours lorsqu'on évoque la question de la fibre identitaire, je trouve que c'est pas correct. Non, c'est pas pertinent. Correct, ça peut l'être, mais c'est pas pertinent. Mais parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis des années, on sait que la cartographie politique est basée essentiellement sur les zones ethniques. On sait bien que les Baoulés, les Akans et autres sont plus nombreux dans le PDCI. Hier, quand on a reçu le député Diaoufoué ici sur ce plateau, il parlait de cela. Donc, il expliquait que les Akans sont plus nombreux dans tel quartier et autres. Mais est-ce que cela expliquerait la fibre identitaire? Et cela, ce n'est pas que le PPACI ou bien les partis de gauche qui utilisent cela. Que ce soit des partis comme le PDCI, comme le RHDP d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le RHDP, on sait que le RHDP va gagner de façon naturelle dans le Nord? C'est parce que cette fibre identitaire-là, ce n'est pas seulement le fait
C'est comme ça la configuration. Je n'en veux pas aux politiques qui surfent sur cela. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, quels sont les éléments que les partis de l'opposition, l'URD même, on ne cite pas l'URD. L'URD de Daniel Poulin-Cavrier a eu, je crois que c'est son parti, a eu enfin une commune. Quels sont les éléments que l'opposition demande? Le découpage électoral, il a été fait comment? La réforme sur la CEI, ça a été fait. La révision du listing électoral, ces éléments qui étaient des préalables ou bien même des propositions, des recommandations pour l'opposition pour aller à des partis, à des élections transparentes, sereines, n'ont pas été évacués. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on ramène les irrégularités et autres, les fraudes dont il parle, on peut se poser des questions, mais voici des faits. Donc je ne vous dis pas qu'aujourd'hui on fasse déjà... Herman, ces faits-là justifieraient? Ça peut être des éléments. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas le listing électoral dans une élection, si tu ne maîtrises pas le découpage électoral, si tu ne maîtrises pas la question de la réforme de la CEI, aujourd'hui, tous les politiques sont d'accord. On a vu aujourd'hui des candidats, que ce soit du PDCI, du RHDP, que ce soit des candidats de l'opposition, qui n'étaient pas d'accord avec le processus électoral. Non, donc ces éléments-là peuvent avoir influencé d'une manière ou d'une autre ces résultats-là. Donc lorsqu'on parle de la débâcle de l'opposition, moi je veux qu'on reste quand même... non, pas la débâcle de l'opposition, la débâcle du PPAC. Du PPAC, oui, j'en viens. Ce n'est qu'un parti de l'opposition. Lorsqu'on regarde la cartographie électorale après ces résultats-là, la Côte d'Ivoire est tout orange. Donc je ne dis pas qu'on prend les résultats, je ne reconnais pas ces résultats-là, mais ces éléments-là peuvent expliquer d'une manière ou d'une autre la débâcle de l'opposition. Alors avant de revenir à ce qu'Herman a dit, j'aimerais qu'on puisse analyser quand même ses propos. Il a dit que les partis ont un ancrage on va dire traditionnel, assez linguistique. Hein. Alors, est-ce que cela pourrait justifier un discours identitaire, Isabelle? Moi, je pense que ça ne justifie pas qu'on puisse avoir un discours identitaire parce que je pense que les mentalités ont changé. Les populations sont de plus en plus exigeantes. Elles connaissent en fait leur intérêt et elles souhaitent en fait avoir le développement. Donc, si on ne peut pas se renouveler et jouer donc sur cette fibre identitaire, quand on sait en fait les traumatismes que ça a laissé à la Côte d'Ivoire et les séquelles qu'on a encore aujourd'hui, je pense que c'est très loin de cela. Moi, et puis, je ne suis pas d'accord avec le fait que Herman justifie la débâcle, par exemple, du PPACI sur une affaire sur tout ce qu'il a évoqué précédemment, notamment avec la CEI, les résultats de la CEI, etc. Moi, je pense que fondamentalement, aujourd'hui, au niveau du PPACI, plus globalement au niveau de la gauche, il y a d'abord la gauche en tant que parti, où tous les partis en fait sont émiettés. Et on sait très bien qu'on ne peut pas aller à une élection individuellement. Il faut aller vraiment en force. Et on a vu comment est-ce que chacun est parti en sanglotant aux élections. Ensuite, il y a cette gauche-là que je vais appeler cette gauche sociale, cette gauche syndicaliste, voilà, où il y a toutes les associations en fait qui sont proches de la gauche, mais qui ont eu pour habitude en fait de travailler avec le pouvoir en place. Et donc qui ont été plus ou moins qui se désolidarisent en fait de ces partis politiques-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Je pense que l'Assemblée générale qu'ils vont tenir, faudrait qu'ils regardent véritablement ce qui a causé donc cette débâcle, mais venir toujours pointer en fait le mal chez les autres en disant oui, c'est à cause de lui là je ne suis pas ici, c'est à cause de lui là que j'ai perdu vraiment. Il faut quand même regarder la poutre qu'on a dans l'œil soi-même avant d'aller pointer le bâtiment qui est dans l'autre. Ok, d'accord. Élisée. J'espère avoir le droit de... Oui, bien sûr, tout à fait, Herman. Juste après, Élisée. Bon, ok. Moi, je voudrais peut-être que Herman comprenne un moment. Je pense qu'il fait de la confusion. Qu'est-ce qu'il confond? C'est ce que je vais expliquer. Ou bien du fait que les partis soient implantés dans des régions et dans des zones n'est pas sujet à... Utiliser cela comme... Non, sujet à convoquer des relents identitaires. Je m'explique. On doit faire une élection... Je finis de parler. On doit faire une élection législative, une élection municipale. Ce qu'on demande à l'individu pour l'élection municipale, ce qu'on te demande, on ne demande pas que tu sois, si tu es natif ou pas, c'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu as, que tu peux faire pour développer ma commune? Qu'est-ce que tu peux faire pour développer ma commune? Moi, je pense que quand je fais une élection municipale, je vais proposer un projet aux populations. Je vais leur proposer un programme pour leur dire ce que je peux faire. Parce que dans la commune, ce qu'on ne doit pas oublier, dans la commune, là, vivent toutes les populations.
Il y a les populations qui sont de mon ethnie, mais il y a les populations qui ne sont pas de mon ethnie. Tout à fait. Donc, dès l'instant que je viens et que je mets en avant, parce que je suis fils de cette région, votez-moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas fils de la région ne sont pas pris en compte dans mon vote alors. Ça veut dire que si demain je suis élu, je ne suis pas élu pour eux. Voici en fait le narratif que nous on condamne justement. Et qu'on dit non, ce n'est pas ce narratif-là qui doit être promu. Mais cela dit, moi je viens de la région du Tonkpi. Mais si je sens qu'au Tonkpi, par exemple, si je vais être député, je peux être élu dans le Tonkpi parce que j'ai mes parents. Je vais, mais ce n'est pas parce que j'ai mes parents que je vais, mais parce que je peux apporter quelque chose à mes parents. Donc, comment je vais dire à mes parents? Je ne vais pas leur dire, parce que je suis votre fils, votez-moi, mais je vais leur dire, parce que j'ai des projets pour qu'on change notre manière de vivre et qu'on se développe là. Votez-moi. Donc, tout Ivoirien... Donc, ce narratif-là doit pouvoir changer. Et j'ai mal quand j'entends vraiment sur un plateau que quelqu'un veuille défendre vraiment un tel narratif. Franchement, en plus, un journaliste, non, c'est inadmissible. Dans un pays qu'on veut démocratique, c'est des choses qu'on doit condamner fermement. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Élisée, cela veut dire que celui qui est bêté peut être élu au nord. Mais bien évidemment, il peut aller partout, il veut pour être élu. Qu'est-ce qu'il va proposer? Il ne va pas proposer sa fibre ethnique aux gens. Il va proposer ce qu'il est capable de faire pour améliorer le vécu de ces personnes. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on attend. Ce n'est pas juste parce que je suis bêté, votez-moi pour être bêté. Non, ça ne veut rien dire ça. Herman, rapidement, et on va prendre l'avis de Daouda. Je comprends qu'Élisée, il va vraiment avec assez d'émotions, mais je souhaite qu'il se calme. Non, je ne vais pas avec aucune émotion, s'il te plaît. Non, je vais avec aucune émotion, s'il te plaît. Il faut m'écouter déjà. Non, mais il faut rectifier déjà. Il faut m'écouter déjà. Mais tu Élisée, tu le dis à ta manière, n'est-ce pas? Tu le dis avec ta manière. Je le dis avec mon cœur, je ne le dis pas avec l'émotion. Il faut analyser les faits. Lorsque ça vient du cœur, c'est de l'émotion. Si tu m'as toujours suivi sur le plateau, tu verras comment je suis un pro-Côte d'Ivoire. Élisée, je peux terminer. Oui, tu peux terminer, mais tout ce que vous avez dit ici, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, mais on va pas le seul élément sur lequel je ne suis pas d'accord oui. avec vous, c'est le fait de l'attribuer uniquement à un parti politique. Je veux dire que dans ces élections, lorsqu'on a eu ces campagnes-là, tous les partis politiques ont utilisé des discours. Si vous voulez, on peut faire des VAR, on revenir sur ces discours. Tous les partis politiques. Mais dans notre propos tout à l'heure, on n'a pas dit que c'est un narratif typique. On n'a pas dit que c'est un narratif typique. Non, je n'ai pas dit, non, on n'a pas dit. On a dit qu'il faut changer de narratif. On est en train de dire que le PPACI utilise... Élisée, ce que j'ai entendu sur ce plateau, comme on est dans un plateau sérieux, c'est que le PPACI utilise la fibre identitaire pour mener, mais nous sommes sur le cas du ces campagnes. Oui, mais justement, donc je suis en train de rappeler. C'est justement là la confusion. Dans le cas du PPACI qu'on en parle, je rappelle que tous les partis politiques, que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, qu'on condamne justement. Certains politiciens, et ce n'est même pas une donne. Moi, j'explique mieux que ça que vous. Ce n'est même pas une donne. Ça veut dire que ce n'est pas une prédisposition dans le parti politique. Chaque politicien, dans sa région, dans sa zone, utilise souvent sa fibre politique. Mais ce n'est pas le fait du PPACI. Élisée était juste en train d'expliquer la situation. Mais il expliquait la situation, il dit que c'est de la confusion qu'il fait. C'est une confusion que je fais. Je fais aucune confusion. Je dis simplement qu'il ne faudrait pas que lorsqu'on est sur un plateau, lorsqu'on parle justement d'un parti politique, qu'on utilise la fibre identitaire pour, comment on peut qualifier ce parti politique. Non, s'il te plaît. Alors que tous les partis politiques utilisent. Pardon, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, s'il te plaît. Élisée, allez-y. Voilà. On est assis à la télé, on est en train de parler à des millions de téléspectateurs. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer et qu'on m'attribue, parce que jamais ça n'a fait partie de mes valeurs. Je veux vraiment ça interpeller Herman là-dessus. Je n'ai jamais dit que c'était de l'exclusivité du PPACI. La question, la question du narratif qui prend en compte l'aspect identitaire. J'ai dit que ça fait partie des éléments aujourd'hui qui font plus recette au sein de la population. Et sans qu'on ait une débat, même il y a des gars du RHDP qui ont peut-être même adopté ce narratif, mais qui n'ont pas connu une bonne issue. Je condamne ça, c'est ce que je dis. Donc il ne faut pas m'attribuer des choses, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ça, je tiens déjà à le préciser. C'est réglé. Merci. Daouda, point de vue sur la question. Je pense qu'on était dans un débat des chiffonniers à gauche et à droite, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas des chiffonniers, on va pas... Une chose est certaine. Maintenant, ici, le maître des chiffons, c'est toi, bien toi, Daouda. Herman, je vous en prie. Mais le maître des chiffons, c'est Daouda. L'idée, c'est que... juste pour détendre l'atmosphère, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le débat, la question, lorsque vous ouvrez le débat, c'était sur le PPACI. Tout à fait. Qu'est-ce qui va justifier cette réunion sans ordre du jour du PPACI? C'est tout ça qu'on était, mais finalement, on est allé dans tous les sens. Ce n'est pas bien grave, on va essayer de recentrer le débat. Le débat aujourd'hui, c'est pourquoi cette débâcle du PPACI? On l'a expliqué, le narratif n'est pas bon.
le discours, il faut qu'il change. Mais au-delà de ce réveil même que M. Laurent Gbagbo et le PPACI ont eu, en fait, aujourd'hui, il faut qu'ils se redéfinissent réellement. Je pense que même si Gbagbo Laurent a dit clairement aux Ivoiriens que son rôle n'est pas d'unir la gauche, aujourd'hui, il devient primordial pour le PPACI d'unir le reste de la gauche qui lui reste, notamment le morceau de MGC, le morceau du FPI, qui l'a traité d'enveloppe vide. Finalement, on s'est rendu compte que l'enveloppe, même au niveau du PPACI, était déchirée. Ben, il faut aussi aller au-delà aussi, voir Blé Goudé, pour qu'aujourd'hui, ils puissent se mettre ensemble. Parce qu'il faut rassembler toute la gauche, parce qu'on est à 2 ans pratiquement de 2025. Si rien n'est fait, aujourd'hui, qu'on ne se le cache pas, sincèrement, ce n'est pas sûr que le PPACI puisse avoir droit à la parole en 2025, si rien n'est fait. Très bien. Je pense que sur ces notes-là, messieurs, on remet la balle au centre et puis on ouvre un nouveau chapitre. Alors, je voudrais... André Bois nous rejoint. Viens, s'il te plaît, André. Ta présence va sortir. Ça va super bien, ça va. On est calme. Ça va super bien, t'inquiète. On est bien tranquille. Ça va super bien. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah oui, il était tranquille sans moi, il me dit. Parce que il était... Pour le coup, on ne dira pas qu'il était pris en sandwich. Il était pris par ses 3 camarades sur... Bonsoir, André. non, je disais suis bonsoir, habitué. André. Je vous disais bonsoir. Oui, bonsoir, pardon. dis donc. Non, parce que quand je suis rentré, Herman m'a tout de suite attaqué, donc je me suis dit... Très bien. il fallait... Alors, le temps de vous installer, on va juste parler donc de ce report, voilà, deuxième sujet, de ce report de la présidentielle au Mali. Voilà, la junte met en cause l'entreprise française qui aurait donc les fichiers de tout le peuple malien, donc les élections devront être reportées. Élysée analyse. Ok, bon, heureusement, on a essayé de voir le communiqué. Heureusement que ce n'est pas le seul motif évoqué. Il y a d'autres motifs évoqués, entre lesquels une révision des listes qui devait aller jusqu'à fin décembre 2023. Donc, il se disait que l'intégrer dans le nouveau fichier, ça allait être un peu difficile. En tout cas, il y a un ensemble de raisons. De 5 milliards. Ouais, un ensemble de raisons qui a été évoqué. Mais sinon, moi, je pense, hein, pour être juste, que je peux comprendre que les autorités maliennes, en ce moment, soient un peu dans des difficultés pour pouvoir organiser. Mais les arguments, à mon sens, avancés, surtout sur l'aspect de ce que le fichier serait en possession d'une entreprise occidentale qui ne l'aurait pas remise, je pense que, honnêtement, de mon point de vue, c'est un peu léger. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que vous sortez des discussions avec la CEDEAO, qui date d'il y a pratiquement un peu plus de 1 an et demi, voire 2 en arrière, pour arrêter le calendrier qui devait conduire à l'avènement d'un régime, je dirais, légal en place. Mais comment je sors d'une telle discussion? Ma première démarche est laquelle? Ma première démarche, c'est de m'assurer que les engagements pris devant mes pairs, je suis en mesure de les tenir. Et parmi ces engagements-là, il y a la révision de la liste, il y a les élections, mais les élections sont précédées de la révision de la liste électorale. Donc, il y a un préalable. Je ne peux pas attendre à être à 3 mois, voire 4 mois et demi de la fin d'échéance pour évoquer ça comme raison. Je trouve que là, quand même, il y a un peu de faiblesse. Très bien. Il y a un peu de faiblesse. Je peux comprendre qu'on me dise aujourd'hui, au regard de la situation sécuritaire dans le pays, il nous serait difficile de tenir le délai parce que là, il y a une situation de partition de fait qui existe. Absolument. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une raison qui peut tenir pour moi. Élisée Bolougbe donc, nous dit qu'il n'y croit pas trop aux raisons évoquées par la junte pour le report de cette élection. Surtout qu'elle est reportée à une date ultérieure, on n'en sait pas plus. Selon vous, est-ce que la junte est en train de se réapproprier un système électoral, le rendre beaucoup plus national? Est-ce que vous y croyez à cela? Je pense que lorsqu'on voit la démarche de la junte malienne, avec les discours que ses responsables donnent, on peut s'imaginer que c'est une appropriation. Mais moi, je pense que ça va au-delà de cela. Les juntes au pouvoir ont aussi des appétits. On a déjà vu des chefs d'État constitutionnellement, enfin des présidents de la République constitutionnellement élus, qui, après avoir pris goût au pouvoir, trouvent aussi des mécanismes pour rester au pouvoir. Je ne justifie pas cela. Je pense que si ce n'était pas encadré par la CEDEAO, parce que je crois que les dates qui étaient fixées, c'est selon la CEDEAO. La CEDEAO aussi aurait pu
mener certaines négociations hein, avec les opérateurs qui gèrent le listing électoral, les révisions et autres, les cartes d'identité et tout cela. Parce que c'est des questions importantes. Si aujourd'hui la junte n'a pas ces fichiers-là, comment est-ce que réellement elle pourrait le faire? À moins qu'on puisse permettre à la junte malienne de pouvoir s'organiser pour avoir un fichier électoral. Elle n'a qu'à payer les 5 milliards qu'elle doit à la société avec. On pourrait demander aussi à la CEDEAO d'aider à payer sa cagnotte. Non, mais c'est pas ça la question. Parce qu'aujourd'hui, la junte, c'est moi qui vous pose la question. Je vais vous en reposer. C'est pas ça la question. La question, c'est à partir du moment où vous avez pris votre souveraineté en main, on ne peut pas demander à la CEDEAO. Donc, est-ce que logiquement, la junte ne devrait pas payer les 5 milliards pour recouvrer sa pleine souveraineté? C'est pourquoi elle demande un report pour pouvoir trouver les moyens pour régler ces questions qui sont primordiales pour la tenue des élections. Très bien. Daouda, votre point de vue sur la question? Moi, je pense que ce report des élections présidentielles au Mali peut s'analyser sur 4 points. D'abord, sur le plan technique. Je veux dire, le Mali est assez vaste, assez grand. Donc, techniquement, pour dire qu'on va faire une révision de la liste électorale au niveau de tout le Mali, ça peut être techniquement compliqué. Et comme Assimi Goïta, c'est un souverainiste que moi j'appelle le souverainiste frélaté, finalement, quand on est souverain, comme le disait André, il faut payer les 5 milliards pour pouvoir aller à des élections. Mais comme ils sont dans la délation, finalement, tout le monde leur en veut, ils ne veulent pas aller à des élections, l'appétit est devenu très vorace, donc finalement, ils veulent rester au pouvoir. Deuxième plan, c'est au plan politique. Au plan politique, aujourd'hui, je vais dire, quand on se le dit clairement, on ne peut pas, quand on est un dirigeant sérieux dans ce monde-là, quand on a pris des engagements fermes avec les institutions, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'ONU, finalement, ils auraient pu prendre le temps depuis le début de l'année pour dire, franchement, il y a tel problème, il y a X problème. Mais ils ne le font pas. Ils attendent à quelques 2-3 mois pour venir dire non, on ne peut pas tenir nos engagements parce qu'on veut toujours continuer. On a pris goût au palais, on veut rester dans le frayon sans aller combattre les djihadistes. Troisième point, justement, je parle des djihadistes, c'est au plan sécuritaire. Finalement, le fait qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle au Mali va faire accroître un pays qui est déjà en proie au terrorisme. Finalement, les attaques vont venir de plus en plus quand on sait qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs attaques et plusieurs milliers de déplacés dans ce même Mali. Et au niveau international, comment est-ce que si vous n'arrivez même pas à tenir vos engagements vis-à-vis de l'institution sous-régionale, comment vous pouvez tenir vos engagements vis-à-vis d'une institution internationale? Comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance? Donc, à l'analyse des faits, je veux dire, aujourd'hui, Assimi Goïta et la junte ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent tenir le Malien sous un joug vraiment qui n'est pas intéressant. Isabelle, sur cette question de report, quelqu'un parlait de est-ce que la CEDEAO ne devrait pas payer les 5 milliards? Mais bon, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on va poser la question. Quelle pourrait être la réaction de la CEDEAO suite à ce qui peut sembler un autre report, donc un non-respect de la parole donnée par la junte à la CEDEAO? Vous savez, un homme ne vaut que par sa parole donnée. Et en réalité, là, il y a une crise de confiance qui va s'installer. Au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas Nostradamus pour anticiper sur ce qui va arriver en fait dans l'avenir. Mais la CEDEAO, en tout cas, pourrait enjoindre en tout cas la junte malienne d'organiser donc les élections coûte que coûte. Sinon, les sanctions pourraient éventuellement s'endurcir. Moi, à mon niveau, moi, je dirais, en tout cas, je me poserais la question de savoir est-ce qu'ils ont véritablement, réellement voulu un jour laisser le pouvoir? Pourquoi vous dites ça, Isabelle? Non, mais parce que tout porte à laisser croire, en tout cas, qu'ils sont en train juste de chercher un bouc émissaire. Et donc, l'entreprise étant française, par ricochet, on accuse la France. Par ricochet, la France est toujours notre bouc émissaire. Par ricochet, donc la France nous empêche d'organiser les élections. Quand on sait en fait que ces élections devraient mettre fin à la transition qui dure depuis août 2020. Donc je pense en réalité qu'il faut qu'ils fassent preuve en tout cas de respect vis-à-vis des populations qui sont des populations maliennes et qu'ils organisent véritablement ces élections. Parce que je tiens quand même à rappeler qu'ils ont organisé un référendum en juin de cette même année. Donc comment organiser donc, un référendum en juin et venir dire en fait quelques mois plus tard non, on ne peut pas organiser d'élections? Pour moi, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. Excusez-moi mon expression, mais c'est la réalité. Voilà ce que moi j'en pense. Les mots sont lâchés. Élysée, qui est juste à côté, on a parlé de CEDEAO, continuons d'en parler. Est-ce que la junte, après ça peut être une question qui est adressée à tous nos camarades, Christelle,
est-ce que la junte ne profite pas d'une forme de faiblesse de la CEDEAO qui aurait dû réagir depuis au Niger? Et on se dit, bon, enfin voilà, finalement, la CEDEAO, elle ne peut pas grand-chose. On peut y aller avec un autre report. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? C'est sûr, hein, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, la junte au Mali se dit... Déjà, la CEDEAO a ouvert, je peux dire, un front, qui est déjà le front du Niger. C'est un front qui est ouvert. C'est vrai que l'action militaire n'a pas encore été engagée, mais c'est un front qui est ouvert. Parce qu'avec le Niger, actuellement, les tensions sont une réalité. Donc, ça sera difficile pour la CEDEAO d'ouvrir en tout cas plusieurs fronts en même temps. Ça, c'est vraiment sûr. C'est ce que la jeune se dit. Mais je crois que ce n'est pas une bonne lecture pour moi. Ce n'est pas une bonne lecture dans la mesure où c'est connu. Hein, c'est connu. Vous savez, la CEDEAO, l'arme dont elle dispose en dehors de l'intervention militaire, sera de prendre des sanctions. Et on sait généralement que quand ces sanctions-là sont prises, les premières victimes de ces sanctions, ce n'est pas forcément même les leaders, ce n'est pas forcément voilà, l'exécutif. La plupart du temps, c'est les populations qui sont les premières en pâtir. Et je me dis que si tant est que la prise du pouvoir avait pour objectif d'améliorer le quotidien des Maliens, je crois que la jeune devrait quand même se laisser gagner par l'humilité et essayer de trouver des voies et moyens. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Ce qu'ils avancent comme raison, il y a d'autres qui ont ajouté. Ça ne sert à rien d'envoyer des émissaires auprès de la CEDEAO. Vraiment, c'est vrai qu'on avait dit ça, mais on n'a pas pu. C'est vrai, nous-mêmes, on reconnaît qu'on n'a pas posé un certain nombre d'actes qui fait qu'on n'est pas arrivé à ça. Mais on voudrait vraiment maintenir notre collaboration et voir dans quelle mesure vous pouvez nous accorder encore une rallonge. Mais ça, il faut vraiment être rempli d'humilité pour pouvoir faire cette démarche, quoi. Alors, Élisée, justement, quand on parle on se base sur le point d'avoir des fichiers qui seraient à l'extérieur et qu'on se base aussi sur le point qu'on est souverainiste. Comment comprendre de façon simpliste qu'on n'a pas de double de ces fichiers-là pour organiser ces élections? Pour être honnête, quand j'ai lu ça, cet article de presse, et quand j'ai vu cette information, franchement, j'ai failli tomber à la renverse. Pour la simple et unique raison que pour moi-même, c'est les éléments basiques de la souveraineté. Déjà, disposer de soi-même ces fichiers. C'est vrai. L'expertise peut venir de l'extérieur. Mais aujourd'hui, là, tous les États sérieux, tous les MOU qui sont traités, prennent en compte le transfert de compétences, le transfert de technologies. Ça, c'est le minimum. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ça a été omis dans ce contrat qui a été tissé. Même si ça a été omis, parce que justement, j'estime que celui qui a fait l'appel d'offres en ce moment pour avoir cet opérateur, ce n'était pas la junte, hein, c'était le président Boubacar Keïta. Mais quand on arrive et qu'on a les manettes en main maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Selon vous, l'administration était une continuité? Bien sûr, donc on essaie de trouver des leviers pour pouvoir régler cette situation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Avant vous, Daouda? En fait, ce que, pour aller dans le sens d'Élysée, c'est qu'aujourd'hui, tous les putschistes, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, mais aujourd'hui, on se rend compte que ces personnes-là prennent le pouvoir et ils prennent le navire de leur pays et ils naviguent sans boussole. Quand on décide d'aller prendre le pouvoir, c'est pourquoi on leur demande aujourd'hui de donner le pouvoir à des civils qui, eux, ont un programme structuré pour mener à bien la destinée de leur population. Mais imaginez-vous un temps soit peu. Vous prenez le pouvoir, vous ne cherchez même pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans tous les recoins finalement. On navigue, et à chaque fois qu'on arrive à un niveau, qu'on appelle ça, on vient assister à une situation, on prend des décisions au coup par coup, Un pays ne peut pas être dirigé de cette manière-là, et surtout un pays comme le Mali. Et c'est pour cette raison qu'on est dans cette situation jusqu'à présent. Très bien, juste de façon très courte, est-ce que vous pensez qu'on fait un mauvais procès à la junte pour terminer vraiment sur cette affaire? Reçoit notre invité. De toute façon, la nature même de la junte, une junte au pouvoir, déjà le procès est déjà fait. Moi, je voudrais dire que sur la question ils ont hérité du listing électoral, enfin, de ce processus-là. Donc, ils ne connaissent pas aujourd'hui les thèmes, on ne connaît pas ici. Ils ont organisé un référendum. On ne connaît pas ici les thèmes qui sont contenus dans les cahiers de charges. Mais ils ont organisé un référendum. Oui, je voulais répondre. Je sais, je suis sur la question, on est d'accord, que la junte au pouvoir au Mali cherche à gagner du temps. Très bien. C'est pourquoi il faut faire en sorte que les juntes ne prennent pas le pouvoir. Et pour cela, on sait qu'ils ont juste demandé un léger report. Donc, que la CEDEAO encadre cela, comme une fois, la CEDEAO qui lui a permis, qui a facilité un peu, qui a diminué un peu les pressions au niveau des sanctions. Donc, la CEDEAO regarde bien cela pour leur permettre ce léger report. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est pas dans un agenda, on ne sait pas quand. Voilà, c'est pourquoi le processus léger, là, c'est un léger qui n'a pas... La CEDEAO n'a qu'à les prendre au mot pour dire que le léger, là, c'est quand. Alors, donc, l'agenda qui est flou, comme vous le dites, profite à qui? Eh bien,
beaucoup sur ce plateau pensent que la junte est bien sûr le grand bénéficiaire de ce report. Quant à nous, il n'y aura pas de report pour ce qui est de recevoir notre premier invité. Il s'agit d'Ibrahima Souka Faye qui va arriver sur ce plateau. Il représente donc un réseau international d'universités. Il représente en Afrique de l'Ouest Excelia, qui est une grande école, donc à Pignon-sur-Rue du côté de l'Hexagone. Très bien, bonsoir monsieur. Alors votre nom c'est monsieur Souka Faye. Est-ce qu'aujourd'hui l'éducation française, la formation française continue de faire rêver les jeunes Africains? Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, je dis tout de suite, pour répondre à la question, le nombre de demandes de visa étudiants est en hausse sur la Côte d'Ivoire et globalement sur l'Afrique. Ouais. Donc l'attractivité de la France pour moi est encore très très forte. Je ne veux pas parler d'actualité, mais vous regardez aussi de notre côté les gens qui prennent les pirogues pour y aller. Voilà, donc moi, à mon avis, l'attractivité de la France est restée intacte. Peut-être après, au niveau politique, c'est autre chose, mais... vous allez répondre à la question, mais est-ce que cette attractivité, selon vous, est construite autour de ce type d'établissement, des écoles, qui offriraient justement des perspectives de formation, je ne vais pas dire idéales, mais quand même, on n'en est pas loin. Et aussi, pardon, et aussi ceux que vous avez parlé avec l'expression, ceux qui prennent les pirogues, est-ce que vous avez des chiffres de ceux-là, justement, qui désireraient, une fois arrivés peut-être à Lampedusa, qui désireraient arriver en France pour des études? Non, en fait, globalement, on s'est dit que pour les études en France, il y a les universités publiques, il y a les écoles privées. Ouais. Si vous regardez le nombre de demandes d'admission, je n'ai peut-être pas les chiffres comme ça en tête, mais chaque année, quand même, on a, je me rappelle, moi, quand je venais de prendre mon poste, on était à plus de 6000 demandes de visa. En Côte d'Ivoire, ça c'est les chiffres Campus France que vous pouvez retrouver sur Internet. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 demandes de visa. Après, vous me parlez peut-être de Lampedusa. Bon, ça c'est votre exemple. Voilà. Là c'est peut-être à un autre niveau. Je le disais par rapport à globalement l'attractivité de la France ou des pays européens, si on peut être plus long. Sur ça, une fois qu'on a dit sur Lampedusa, ma question c'était de savoir est-ce que vous proposez quelque chose qui participe de cet attrait? Et justement, nous, on fait partie aujourd'hui de la politique d'attractivité de la France. C'est les écoles de commerce, c'est les écoles d'ingénieurs, etc. Donc tout ce qui est le tissu éducatif français qui propose aujourd'hui des formations de niveau de bac à bac plus 5 et au-delà jusqu'en doctorat à tout le monde, en fait, à des internationaux. Aujourd'hui, le nombre d'internationaux, enfin au-delà de l'Afrique, les internationaux qui viennent en France sont en progression, enfin, ont une forte progression les 5 dernières années. Donc aujourd'hui, les écoles sont aujourd'hui un levier pour pouvoir renforcer l'attractivité de la France au vu des offres de formation, mais aussi des offres d'emploi après formation et aussi l'accompagnement au retour dans les pays. Donc voilà, c'est un dispositif qui, à mon avis, est assez intéressant, assez attractif. Ouais. Élisée. C'est vrai que là, c'est bien beau de présenter vraiment un tel tableau. C'est vrai que ça reste attractif, mais moi, quand je regarde plus dans un autre sens, ça reste attractif, c'est pourquoi les jeunes veulent partir. Qu'est-ce qui justifie que jusque-là, la question du visa des étudiants continue de poser un réel problème, en tout cas parce que ça, c'est un constat aussi qu'on fait, en fait. Moi, de mon expérience, pour moi, le problème de visa reste dans une logique, en fait. Aujourd'hui, tout étudiant qui a une admission dans une université française ou dans une école française, qui a mis en place les documents nécessaires, notamment tout ce qui est ressources et logement, peut avoir le visa. Je n'ai pas aujourd'hui connaissance de quelqu'un qui a tous les dispositifs, qui a tout le nécessaire, les documents, etc., et qui fait une demande de visa et qui est bloqué. Je vais peut-être poser la question un peu différemment. D'accord. Est-ce que la France aujourd'hui a des intérêts à avoir en fait des étudiants africains chez elle? Totalement, totalement. Nous, groupe d'enseignement supérieur français, on est établi sur l'Afrique, on est sur l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. On a des ressources et on met en place un dispositif pour accueillir le maximum d'étudiants. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour nous. Et je crois qu'on est pas moins de 25 écoles de commerce triplement accréditées qui sont présentes sur l'Afrique et qui recrutent même au-delà de l'Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une vraie politique pour la France, pour le gouvernement, de faire venir des étudiants étrangers. Oui, mais concrètement, ça apporte quoi à la France? Ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça fait rayonner
la qualité de l'enseignement supérieur français. Aujourd'hui, sur les classements internationaux, on a toujours les universités françaises qui occupent le top 50. Donc ça, c'est déjà une diplomatie, on va dire, culturelle et plus, on va aller même pour dire une diplomatie d'influence. Voilà, donc ça c'est un premier point. Mais au-delà de ça également, les étudiants internationaux qui arrivent sur le territoire français, ils vivent, ils consomment, etc., ils y habitent. Donc voilà, c'est une économie aussi, on peut le dire comme ça. Daouda, et ensuite... Vous parlez tout à l'heure de diplomatie, mais aujourd'hui on assiste en fait à une griffe, chasse aux sorcières de, comment on appelle ça, dans la zone franche aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes en Côte d'Ivoire, mais quand on regarde tout ce qui se passe au Mali, au Burkina, comment est-ce que vous faites pour gérer tout cela en tant qu'établissement? Et pour compléter sa question, est-ce que l'interdiction de la mobilité des étudiants du Niger, du Mali, du Burkina vous concerne également? En toute sincérité, ça nous concerne et ça nous impacte beaucoup. Moi, étant responsable Afrique pour Excelia, je recrutais cette année beaucoup d'étudiants au Niger, surtout. Et voilà, j'y étais même quelques jours avant le coup d'État. Et aujourd'hui, moi, c'est une grosse déception parce que je misais beaucoup sur ce pays-là. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a un impact forcément par rapport à ce qui se passe. Et globalement, nous, en tant qu'école aussi, on est toujours en mode accompagnement. C'est-à-dire, nous, on ne laisse pas nos étudiants comme ça. Donc, dès qu'ils sont intéressés à venir dans nos écoles, on les suit, on fait tout le nécessaire pour qu'ils obtiennent leur visa et arrivent en France. Donc, s'il y a un problème politique, nécessairement, en gros, vous êtes impacté, Herman. Moi, ma question, c'est quelles sont les formations qui sont beaucoup plus demandées par les Africains, notamment les Ivoiriens, lorsque ces étudiants-là veulent aller en France? Alors, il y a plusieurs profils, les séries D par exemple, ou les séries C qui seront des scientifiques. D'habitude, c'est la médecine, l'ingénierie, etc. Mais on en a quand même quelques scientifiques qui veulent faire un peu de la finance, etc. Donc, c'est un peu du tout. Tout ce qu'on a besoin ici en Côte d'Ivoire en termes de débouchés professionnels, comme par exemple tout ce qui est technologie, tout ce qui est ingénierie, etc. On a des offres. Mais plus précisément, chez Excelia, on est beaucoup plus sur du management, on est sur du tourisme. Par exemple, le management du tourisme avec le boom des hôtels en Côte d'Ivoire. Donc, il y a énormément qui en demandent. On fait du digital aussi, donc tout ce qui est marketing digital, création de contenu, etc. Donc, on est à l'aise dessus. Et plus récemment, l'immobilier, donc tout ce qui est gestion immobilière. On a des filières dans ce sens. Isabelle. Vous avez parlé tout à l'heure de débouchés. Et justement, quels sont les profils en fait, que recherchent les entreprises? Aujourd'hui, les entreprises, je ne sais pas si je vous ai coupé, excusez-moi. En fait, je voulais dire qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent des profils polyvalents, en quelque sorte. C'est-à-dire, les étudiants ont l'obligation aujourd'hui de se former sur plusieurs aspects, notamment quand je parle de polyvalence, c'est surtout pour le management. Il faudrait être un peu à l'aise en finance, un peu en marketing, même si après il y a une spécialisation. Donc c'est les 2 ans de tronc commun qui permettent à l'étudiant de pouvoir s'ouvrir à tout ce qui est métier du management. Et en 3e année, c'est spécialisé. Et maintenant, pour le master, vu que là, on est sur une partie stratégique, on pousse l'étudiant à pouvoir aujourd'hui réfléchir, à proposer des stratégies, que ce soit en finance, que ce soit dans les autres domaines. Voilà. Pour terminer, vraiment, comment on fait, le jeune étudiant aujourd'hui, on termine là-dessus, qui veut quand même rentrer en contact avec Excelia, le réseau? Qu'est-ce que vous leur proposez comme type de rencontre? C'est des plateformes, c'est quoi au fond? Il y a plusieurs possibilités. Déjà sur le site web, donc www.excelia-group.com. Donc là, c'est tout de suite le contact avec l'établissement et les ressources humaines qui sont sur place. Et puis, il y a la possibilité de nous retrouver dans les salons. On fait les salons un peu partout en Afrique, surtout les salons Campus France. Donc ça, c'est le 2e point de contact. Mais également, on est sur les réseaux sociaux. Donc si vous tapez Excelia sur LinkedIn, sur Facebook, etc., vous pouvez nous retrouver. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Ibrahima Soukafay, représentant Afrique de l'Ouest de Excelia. Merci d'être venu ce soir sur le plateau du Grand Talk. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va faire la pause info et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous revenons sur ce plateau. Ils sont toujours là, nos différents chroniqueurs, avec la suite de ce que nous devons faire. Elle le sait, Christelle, elle sait tout d'ailleurs. Il y aura d'abord le mood d'Herman, mais avant ça...
Il y aura notre invité à présenter, il est avec nous déjà, c'est le commissaire général du SARA. Tout à fait, M. Kwasi Kwaku André, commissaire général du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, dans la 16e édition, 6e, qui aura lieu donc du vendredi 29 septembre au 8 octobre 2023. Eh bien, ce SARA-là, vous savez, les Ivoiriens l'aiment énormément, ils savent que leur pays est un pays éminemment agricole, mais ils veulent découvrir encore plus qu'est-ce qui se passe dans les fermes, comment les agriculteurs arrivent à obtenir tous ces succès-là. Eh bien, il faut aller au SARA. Mais avant, il y a quelqu'un qui, lui, a des choses à dire, c'est la rentrée scolaire. Et il n'est pas content, et donc, dans le cadre de son mood, il a décidé donc de s'intéresser à ses ouvrages scolaires. Voilà. Depuis quelques années, en Côte d'Ivoire, André, pour redonner la chance aux maisons d'édition de prendre des parts de marché dans le business autour de l'éducation, certaines d'entre elles, sur la base de critères de sélection qui sont bien précis, voient leurs ouvrages dans une même discipline donnée, autorisés officiellement comme manuel scolaire. Ainsi, chaque établissement ou même chaque enseignant, selon la sensibilité, impose aux élèves tel ou tel livre de CP2, 4e ou 2e. Par exemple, pour un même livre de lecture de la classe de 6e, 4 maisons d'édition proposent des ouvrages avec des emballages et graphismes certes différents, mais avec le même contenu selon le programme homologué. C'est là que commence un casse-tête chinois pour les parents. À d'autres époques, une grande sœur ou un grand frère pouvait passer d'un niveau de classe à un autre ses manuels scolaires à ses cadets, ce qui n'est désormais plus possible avec cette nouvelle façon de faire. Ainsi, d'année en année, les parents se retrouvent encombrés par des livres de leurs enfants ne servant plus à rien. Au-delà donc de ce problème, il y a aussi la question de la disponibilité de ces manuels scolaires dans les rayons des différentes librairies sur la place. Accompagnés de leurs enfants ou parfois même seuls, les parents passent souvent plusieurs fois à des librairies pour espérer avoir les manuels recommandés par l'école aux enseignants. Les parents les plus prudents et avisés préfèrent attendre que tous les enseignants de leur enfant précisent eux-mêmes lequel livre qu'ils souhaitent, car il arrive que ce dernier ne veut pas du livre de sa discipline présent sur la liste des fournitures prescrites par l'administration au moment des formalités d'inscription. Il y a des parents qui ont acheté des livres et qui, au finish, n'étaient pas ceux voulus par certains enseignants de leurs enfants. Finalement, l'on se demande quelle est l'efficacité de cette réforme, si réellement elle en est une, puisque 2 semaines après l'ouverture des classes pour 2023-2024, des parents continuent de chercher des livres pour les enfants dans les librairies. Est-ce un casse-tête chinois que nous faisons subir aux parents de Côte d'Ivoire, nous, c'est-à-dire la communauté nationale, et aussi les autorités donc, de l'éducation nationale? C'est une question qu'il fallait se poser, donc vous l'avez soulevé dans votre mood. Il y a une réaction là-dessus quand même, Daouda. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Non, qu'est-ce que vous pensez? On participe à une émission. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette sorte de yo-yo qu'on fait subir aux parents en ce qui concerne justement les manuels scolaires? Bon, moi, en tant que parent d'élève, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Donc, j'ai acheté tous les manuels qu'on m'a proposés, simplement. Vous n'êtes pas confronté à ce type de problème? Élisée Bouloubeu. Oui, moi je pense que le mood des man vient à point nommé. Hein. C'est une réalité en tant que parent d'élève auquel vraiment moi j'ai été confronté. C'est déjà pas facile d'avoir plusieurs éditions. Et puis ces livres-là, c'est déjà pas facile. Maintenant que les parents décident, malgré, c'est-à-dire contre bon vent, malgré, décident de pouvoir trouver les fournitures à leurs enfants, là encore c'est un casse-tête chinois. Parce que moi-même j'en suis un témoin vivant depuis quelques semaines. Je suis en train de chercher un livre pour un de mes fils qui est au CP2, une collection qu'on a demandée, et j'ai du mal à le trouver. J'ai déjà fait 5 librairies, dont 3 de librairies de France. Et jusque-là, je n'ai pas encore eu le livre. Soit c'est en rupture, soit ils ne l'ont pas reçu. Ça devient un peu compliqué. Je crois qu'il faut qu'on mette un peu d'ordre dans tout ce Est-ce qu'il faut revenir à la méthode du passé? Voilà, vous qualifierez de yo-yo, quoi. Donc, il faut mettre un peu d'ordre dedans. Élisée, je demandais s'il fallait revenir à la méthode du passé. Ben, où les livres étaient, comme Herman l'a dit, déjà, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé? Maintenant, quand on aura les raisons qui ont fait qu'on a changé et qu'on trouvera que ces raisons sont pertinentes, on pourra peut-être accepter. Mais si on a changé juste pour du fun, je pense qu'il serait bien donc de retourner à l'ancienne méthode. Isabelle, votre avis?
Déjà, moi, je suis très loin de cette problématique. Ah ouais. Donc, je vais pas me soucier d'acheter des livres et machin, tout ça. Mais en fait, moi, ce que ça suscite en moi, c'est vraiment la problématique donc, du digital. Je veux dire, si aujourd'hui, on arrivait véritablement à digitaliser donc, nos outils et que l'éducation était véritablement digitalisée, je pense qu'on n'en serait pas là. Parce que j'imagine, en fait, faire les courses, courir à gauche, à droite, déjà, on brûle le carburant, le temps, etc. Alors qu'avec le digital, on l'achetait directement et les cours en ligne. n'attendent pas en classe. Exactement, on avait directement à termine Daouda, pardon. J'ai dit que j'étais très loin de cette situation, mais je donne mon point de vue. Daouda, si tu veux commenter, vas-y. Mais je pense que tu devrais t'en abstenir. Non, je ne peux pas m'en abstenir parce que ce que tu as dit, tu parles du digital, mais chez moi, au dîner, je n'ai pas encore la fibre optique. C'est pour ça que je dis qu'il est nécessaire, en tout cas impérieux, de le faire dès maintenant. Parce qu'on y arrivera sans doute forcément. Un jour. Forcément, on y arrivera. Voilà. En attendant, le casse-tête chinois des parents continue. Très bien. Donc, on va revenir à nos choses locales. La chose locale, c'est celle qui va se passer ici à Abidjan. Je l'ai dit, les Ivoiriens adorent ce rendez-vous. En témoignent les milliers et milliers de visiteurs qui, chaque année, arrivent donc, chaque 2 ans, arrivent au Salon international de l'agriculture et des ressources humaines d'Abidjan. Et il est avec nous, le commissaire général Kwasi Kwaku André, pour nous en parler. Première question un peu comme ça. Avouons-le, les Ivoiriens, ils aiment leur agriculture. Mais je dirais tout de suite que vous avez déjà donné la réponse. Vous avez dit que les salons, d'année en année, attirent beaucoup de monde. Et c'est la preuve que les Ivoiriens aiment leur agriculture. Mais ça ne peut être autrement. Parce que notre pays est un pays agricole. Plus de 70% de cette population est directement ou indirectement impactée par l'agriculture. Donc, quoi de plus normal d'être attiré par ce qui nous intéresse de plus près. Donc, les Ivoiriens, ils aiment leur agriculture. Très bien. Combien de pays, amis, invités à ce Sahara, à cette 6e édition? À cette 6e édition, on a invité des pays de l'Afrique, en commençant par nos zones sous-régionales, la CEDEAO, hors CEDEAO, d'Europe, d'Asie, je dirais de partout le monde. Et nous sommes, comme pour les années passées, certains que beaucoup de pays répondront. Nous avons déjà la certitude d'avoir une trentaine de pays qui seront des participants. Des pays, pas des participants, des pays qui viennent en délégation officielle. Voilà. Maintenant, les exposants viennent de plus que ces pays-là. Voilà. Élisée Molougbe, oui, effectivement, dans la perspective de la préparation de cette émission, on a lu des articles de presse, on s'est aussi informé. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, on a plus d'une trentaine de pays invités, environ 800 exposants. Qu'est-ce qui suscite autant d'attrait, autant d'engouement autour du Sahara? Ce n'est pas pour le Sahara seulement que les gens accourent vers les salons de l'agriculture. Je dirais que ce n'est pas le salon d'Abidjan seulement. En général, tout ce qui a trait à l'agriculture attire l'homme. Parce que l'essence même de l'homme est basée sur l'agriculture, parce qu'elle est basée sur sa nourriture. On peut tout se priver dans la vie, mais on ne peut jamais se priver de nourriture. Donc il y a un phénomène, je dirais, de subconscient même qui guide l'homme, qui attire l'homme vers les salons de l'agriculture. Mais celui en particulier de la Côte d'Ivoire attire pour plusieurs raisons. D'abord pour les mêmes raisons que tout le monde, mais aussi parce que ce salon-là s'affiche aujourd'hui comme le salon de la sous-région. Il est international, mais il est plus sous-régional. Tous les pays de la CEDEAO se retrouvent en ce salon-là. Donc, en plus d'être ivoirien, c'est un salon aujourd'hui qui intéresse tous les pays de la sous-région. Donc, du coup, il y a d'abord le volume des Ivoiriens qui est là, et en plus les pays voisins qui viennent. Donc, voilà pourquoi ce salon attire tant. Très bien. Isabelle a une question et ensuite Herman. Oui, Élisée a marché un peu tout à l'heure sur ma langue, mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que le Sahara a réussi donc son plein succès et surtout quelles sont les innovations en fait, de cette année? Merci. Le salon a réussi son franc succès parce qu'il y a le sérieux dans l'organisation. Il y a l'image du pays et l'image du pays est reflétée par les autorités qui dirige le pays. Aujourd'hui, ce n'est pas du bluff de dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que vous me permettez le mot, est un produit international. Aujourd'hui, ce n'est plus la personne d'Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République a une carrure internationale. Et ça, déjà, c'est suffisant pour attirer les gens vers le Sahara.
Et donc, le sérieux qui est mis au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, qui est impacté par le gouvernement et qui est inculqué aux différents commissariats généraux qui se sont succédés, ne peut faire qu'attirer les gens vers le Sahara. Et chaque année, comme cette année, il y a toujours des innovations. Ouais. Cette année, par exemple, on va commencer déjà par une grande innovation. Une grande innovation qu'on appelait les assises du Sahara. Et ces assises-là, c'est sous forme de panel. Un panel de haut niveau qui sera animé que par de hautes autorités. On pourra retrouver qui, par exemple? Le ministre ivoirien, le ministre d'État de l'Agriculture. On peut retrouver le ministre du Royaume des Pays-Bas, qui est le pays à l'honneur. Ouais. On peut retrouver le représentant du ministre français, qui est un vice-ministre, qui a rang de vice-ministre, qui vient. On peut retrouver celui de l'Afrique du Sud qui vient. On peut retrouver des grands experts du monde agricole. Ouais. Donc c'est un panel, comme on le dit, de high level. Quelle sera la thématique de ce panel high level? Ce sera autour d'un thème qui est très voisin du thème général, qui sont les chocs mondiaux. Quelle politique face à ces chocs mondiaux-là? Défis et perspective, solution. Et chaque pays va donner, là, chaque gouvernant va donner son point de vue, partager ses expériences, partager son vécu. Herman Abouam. L'une des thématiques intéressantes dans ce genre de rencontres comme le Sahara, c'est le défi de la production. Qu'est-ce qui est prévu en Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour augmenter le rendement des cultures, notamment en termes d'engrais et surtout de mécanisation? Parce que c'est ça. Ce sera le lien entre le Sahara et ça, oui, c'est ça? Bien sûr. Je crois qu'il est en train déjà de disséquer les thématiques qui seront proposées effectivement au Sahara. Le Sahara, à côté de ce que je disais tantôt, parce qu'il y avait d'autres innovations que je n'avais pas citées, mais il y a d'autres panels qui auront lieu à côté de ces palais de haut niveau. Et il y a des ateliers prédéfinis. Et tous ces ateliers ont des thématiques en rapport avec le thème général. On aura des thématiques en rapport avec l'innovation, des thématiques en rapport avec la mécanisation, des thématiques en rapport avec la productivité, des thématiques avec les intrants et des thématiques même en rapport avec la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il faut intéresser la jeunesse à l'agriculture. Il faut faire la relève. Oui. Daouda, est-ce que vous avez une intervention sur le propos je pense qu'il a parlé de panel de haut niveau, ou un panel, disait ça en anglicisme, high level. Très bien. Avec des gens en costume. J'ai utilisé le mot de voilà. Je suis un peu inquiet. J'aimerais qu'il soulève cette inquiétude en moi. Parce que après 6 éditions, est-ce qu'aujourd'hui, on va prendre les acteurs clés, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes, qu'on appelle ça, ceux qui font l'élevage, les producteurs en question, est-ce qu'ils seront pris en compte dans cette édition du Sahara? Parce que généralement, c'est des gens en costume cravate qu'on voit débattre des sujets de nos parents qui sont... Quelle sera leur place, nos braves paysans? Merci beaucoup. Moi, je crois que répondre à votre question et continuer de donner la réponse à Herman. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le thème où nous trouvons confrontés à des chocs internes et externes, il faut de la réflexion pour trouver des solutions. C'est vrai que avec la pratique, on peut trouver des solutions dans le champ. Mais il faut s'asseoir avec des costumes, des cravates, avec des ordinateurs, réfléchir les processus aujourd'hui qui peuvent nous amener à surmonter ces chocs. Et c'est pourquoi ces différents panels qui viennent pour faire réfléchir aussi ces thématiques-là nous permettront de trouver des solutions pour nos parents dans les plantations. Donc c'est très important. Et ils sont impliqués, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, pour ce salon, toutes les classes sociales sont invitées. Quand je parle des classes sociales, je parle de toutes les filières qui sont aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui la trame de l'agriculture ivoirienne. Des plus hauts niveaux, des petites sociétés coopératives jusqu'aux interprofessions sont intéressés par la chose, sont invités. On aura plus de 400 coopératives qui seront là. Il y aura des coopératives, même des transformateurs et des transformatrices en général qui seront là pour exposer. Mais je voudrais, vous ne dites pas ça, mais il faut préciser, parce que nos camarades, peut-être, c'est une information qu'ils n'ont pas, c'est que le Sahara, les exposants, payent un certain nombre de stands. Mais il faut préciser que le ministère de l'Agriculture permet à des coopératives, ça il faut revenir là-dessus. Parce que bon, on pense que c'est que les pontes qui arrivent, mais il y a une politique
qui permet aux coopératives de venir. Et comment vous vous y prenez justement pour les sélectionner, ces coopératives-là, qui on offre des places au C'est un Sahara? casse-tête chinois, mon cher André, parce que l'engouement est tel que pour faire la sélection, je ne les envie pas, mes collaborateurs qui sont passés par là cette année. Les coopératives qui ne seront pas sélectionnées, combien paieront-elles? Est-ce qu'elles ont les moyens de payer? Non, écoutez, je crois que ce plan, il est d'un second niveau parce que les places au Sahara sont payantes et auprès d'un prestataire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend un certain nombre de stands pour pouvoir faire participer les coopératives, les petites coopératives de transformation. Cette année, c'est près de 400 sociétés coopératives qui seront intéressées. Cependant, on sera obligé de faire un turnover pour que beaucoup puissent intervenir. Sinon, les stands mis à disposition ne pourront pas permettre à chacun d'avoir son box et son stand. Très bien. Élisée. On a constaté, sinon on a lu que le pays invité d'honneur, c'est le Royaume des Pays-Bas. Exact. Qu'est-ce qui a justifié le choix de ce pays et qu'est-ce qu'on attend de ce pays dans ce Sahara? Bon, évidemment, on parle d'agriculture. C'est comme quand on fait des manifestations, quand on prend un parrain, c'est que cette personne a quelque chose à nous apporter dans une expérience quelconque. Le Royaume des Pays-Bas est un pays agricole. Et au plan européen, c'est l'un des premiers, quand même, un des exemples à suivre. Et aujourd'hui, avec leur technicité, avec les avancées qu'ils ont, ils peuvent apporter beaucoup à notre agriculture. Ils peuvent apporter non seulement de l'expertise, ils peuvent apporter de la compétence et ils peuvent apporter des projets. Parce que le Sahara, il faut le dire aussi, c'est un forum où il y a aussi de l'attraction d'investissement. Pour terminer, permettez. Alors, pour terminer, parlons de la motorisation et de l'industrialisation de notre agriculture. Est-ce que c'est un point fort de ce Sahara? Si vous voulez intéresser les jeunes, la jeunesse à l'agriculture. C'est un point fort parce que vous êtes en train de répondre. C'est un point fort si on veut que les jeunes n'aillent pas se courber le dos sur le soleil, n'aille pas balancer la machette ou la daba, on est obligé de passer par la mécanisation pour rendre moins pénible le travail des champs. Les jeunes aujourd'hui, il faut que les parents enlèvent de leur bouche, excusez-moi d'employer ce mot, de dire à leurs enfants, si tu ne réussis pas à l'école, tu retourneras au champ comme moi. Mais effectivement, parce que le parent souffre dans les champs, c'est pourquoi il ne veut pas que son fils souffre. Vous comptez alléger leur souffrance après ce Il faut alléger cette souffrance à partir d'un moment donné. Et je crois que depuis un certain temps, la mécanisation a commencé. Il faut que ça continue. Il faut l'accélérer. Et je crois que ce salon-là sera une occasion pour accélérer ce processus. On parle des chocs internes et externes. Et très souvent, ces chocs-là posent évidemment la problématique de la souveraineté alimentaire. Et il me semble qu'Herman, quand même, a une préoccupation sur la question de la souveraineté alimentaire, autosuffisance alimentaire. On a vu récemment dans la question de la crise sur le riz. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à une autosuffisance alimentaire? J'imagine que vous avez prévu cette thématique-là. Quels sont les éléments qui sont dans les thèmes de référence de la TDA? Vous savez, on ne va pas sortir forcément du Sahara. Bien sûr. On va essayer de coller les questions le plus possible au Sahara. Mais je le disais tantôt que le thème de cette année, l'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer donc, les programmes agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Donc vous voyez que ce dont vous parlez est déjà pris en compte même depuis le thème de ce Sahara. Effectivement, des réflexions seront menées à tous les niveaux. Et pour la souveraineté alimentaire, qui est aujourd'hui, je ne dirais pas un thème d'actualité ou un effet de mode, mais qui est chanté partout, il faut rendre ça de façon concrète. Et la seule façon de rendre de façon concrète, c'est d'arriver à produire et en quantité et en qualité. Et les moyens de production, il faut les penser. Et ce Sahara va amener à donner des pistes et des solutions, j'en suis sûr, parce que toutes les sommités
du monde agricole seront là pour réfléchir là-dessus. Réunis. Alors, quand on parle de sobriété, ça c'est vraiment pour terminer, hein, permet, parce qu'elle avait voulu qu'on termine. Pour terminer, vous avez parlé d'un opérateur privé, mais il faut le dire, il s'agit quand même de la compagnie dirigée par Fabrice Aouignon, et ça c'est un partenariat public-privé qui vous permet aujourd'hui de continuer de porter le standard. D'abord, ça l'a réveillé et ça le porte. Est-ce qu'à ce niveau-là encore, vous pouvez nous dire que ça a été un bon choix de la part de l'État de travailler avec ce partenaire-là? Écoutez, je ne peux pas dire mieux que ce que vous dites déjà parce que, vous savez, il est très difficile souvent d'avoir une charge supplémentaire sur le dos et puis chercher à évoluer vite. Tout ce que le partenaire fait aujourd'hui, si nous, en tant que commissariat général, on devrait faire ce travail, je crois que nous qui avons moins de cheveux, on n'en aurait plus. Et puis ceux qui ont la chevelure un peu blanchâtre allaient finir de blanchir. Parce que la logistique, ne serait-ce que fournir la logistique telle que le partenaire le fait aujourd'hui, ce serait déjà un casse-tête chinois, comme quelqu'un l'a dit ici. Donc, son apport est primordial et est crucial. Et c'est un apport positif, c'est un apport qui nous permet d'aller plus vite, de chercher à ne pas trop regarder derrière, parce que ce serait très difficile de regarder derrière et d'avancer. Vraiment, on doit terminer, mais je pose une dernière question, vous allez voir, elle est intéressante. En quoi est-ce que ce nouveau parc des expositions va sublimer ce Sahara-là? Parce qu'il faut qu'on en parle. Ah oui, oui, quand même. Ah oui, j'allais même peut-être susciter cette question. Parce qu'aujourd'hui, il faut saluer le travail qui est fait par le président de la République de Côte d'Ivoire. On parle des routes, on parle des ponts, on parle de beaucoup d'infrastructures. Mais quand on doit aller à l'aéroport, qu'on jette un coup d'œil à gauche, on est bluffé. Et le Sahara va sublimer cet endroit-là. Et il faut donc que ce Sahara-là soit à l'image des infrastructures qui l'accueillent. Très bien. Très bien. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes M. Kwasi Kwaku André, commissaire général du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Merci d'être venu ce soir. Isabelle, merci. Élisée, Daouda, Herman, André. Merci Christelle. Beaucoup. Et on se retrouve donc demain. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.